Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, changement d'affiche. Récupération d'un cinéma qui a aujourd'hui disparu. Vidéo qui, je pense, va être importante pour vous pour comprendre un petit peu l'évolution des choses. Alors peut-être que pour vous, ça va peut-être être une révision. Pour d'autres, ça va être l'occasion de vous mettre un petit peu les choses à la page de ce qui va se passer cette semaine. Je veux parler évidemment du fameux World Economic Forum, ou ce que nous connaissons plus sous le nom en français de Forum économique de Davos. Nous y reviendrons, mais il faut savoir qu'en règle générale, on considère que le Forum économique de Davos est une sorte de vitrine. Une vitrine où en règle générale, on y retrouve certainement des perspectives, des plans, des idées, des projets qui en réalité ne sont pas réellement nés dans ce forum économique. Ils sont nés ailleurs. Ils ont été discutés ailleurs. Ils ont été proposés ailleurs. Le ailleurs, c'est ceci. C'est le groupe Bilderberg. Alors, la différence entre le forum économique de Davos et le groupe Bilderberg, c'est que le groupe Bilderberg, il est très rare de le voir dans les médias, il est très rare de voir des journalistes réellement s'y intéresser. Ou sinon, pour essayer de dire oui, ça existe, mais il y a beaucoup de fantasmes complotistes autour de cette réunion. Pourtant, certains l'ont fait. Nous nous souvenons, dans les années 81, au journal de 13h de TF1, un certain Yves Mourouzi, pour ceux qui le connaissent, qui en avait parlé, qui en avait même fait un reportage. Un reportage, mais qui en réalité nous exposait le fait de l'existence de ce forum, de cette réunion, sans réellement mettre le doigt là où il faut. On se souvient aussi de Karl Zero qui, en son temps où il avait encore des émissions sur des chaînes de grande audience, avait un jour interviewé Marc Devedjian, qui avait été invité au Bilderberg, et qui lui aussi avait expliqué, vous savez, le groupe Bilderberg, en réalité, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de mythes qui sont installés autour de cette réunion, alors qu'en réalité, cette réunion n'est en fait que le lieu privilégié, avantageux, de pouvoir s'exprimer librement, sans être obligé de faire attention à ce qu'on dit, parce que dans la salle, il y a des journalistes qui vont faire des articles, qui vont en parler, etc. Alors, oui, en effet, peut-être que cette réunion en huis clos, dont on ne sait ni de ce qui se dit, ni de ce que l'on parle, ni de ce que, éventuellement, on projette à des gens, qui ces mêmes gens, on les retrouve parfois dans des réseaux, ou voire même au Forum économique de Davos, pour présenter, pour vulgariser des idées et des projets. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est encore le Bilderberg, alors je rappelle, le Bilderberg, c'est une sorte de réunion qui a été créée en 1954, le 29 mai plus précisément. Il y a aux alentours entre 150 et 200 invités. C'est une réunion qui a lieu tous les ans. Alors, pourquoi le Bilderberg? Tout simplement parce que sa création a été faite dans un hôtel qui se trouve à Oostenberg, aux Pays-Bas. Donc il a gardé ce nom de Bilderberg, mais il n'a pas obligatoirement, contrairement à Davos, lieu toujours au même endroit. Il voyage souvent dans des pays occidentaux, alors c'est soit en Europe, où il y a eu également des réunions qui ont été organisées aux États-Unis. Le groupe Bilderberg a été initié par un Polonais qui s'appelle Joseph Ratzinger, et qui s'inquiétait à l'époque, donc on est dans l'époque post-Seconde Guerre mondiale. En Europe en particulier, il y a les mouvements de gauche, plus particulièrement les mouvements communistes, qui dans certains pays sont omniprésents, en Italie, en France, et donc génèrent un certain sentiment anti-américain que les Occidentaux, plus particulièrement atlantistes, s'inquiètent de voir monter. Et pour promouvoir justement cette réunion très clairement atlantiste, dans une situation qui plus est de guerre froide, Ratzinger va être approché, ou va plutôt approcher certains représentants du Gotha européen, dont un en particulier qui va aussi être considéré comme l'un des fondateurs
du Bilderberg, c'est le prince Bernard des Pays-Bas, qui va également être aidé par l'ancien Premier ministre de Belgique, Paul van Zelen, ainsi que Paul Ricken, qui était à l'époque dans la société Unilever, et qui avait ses contacts avec Walter Bedell-Smith, qui était chef de la CIA. Donc vous voyez, le groupe Bilderberg, ce n'est pas un groupe international, c'est clairement un groupe qui défend les intérêts ou qui milite pour promouvoir, pour mettre en avant les intérêts atlantistes, mondialistes aujourd'hui, plus particulièrement américains. Actuellement, le président du groupe Bilderberg, c'est un Français qui s'appelle, je ne sais pas s'il est français ou suisse, je ne sais plus, c'est Henri de Castries, qui est le 5e comte de Castries depuis 2012. Et de Castries n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été l'ancien PDG de la société AXA. Donc voilà le Bilderberg. Et le Bilderberg a lieu en règle générale au mois de juin, tous les ans, et il y a certains médias qui, surtout avec l'avènement d'Internet, ont essayé de percer les mystères de Bilderberg. Le Bilderberg a un site officiel. Ce site officiel annonce les dates et voire même publie la liste des invités. Mais si formellement on vous dit qu'au Bilderberg, c'est justement l'occasion pour des gens de pouvoir parler librement sur des sessions, sur des forums, sur des questions d'actualité. Donc tout ça, si vous voulez, dans un cocon dans lequel il n'y a absolument aucun rapport, il n'y a aucun documentaire, aucun reportage qui est possible sur ce qui se dit à l'intérieur du Bilderberg. Et c'est ainsi que des gens qui sont invités au Bilderberg, nous pouvons éventuellement les retrouver au Forum économique de Davos. Et le Forum économique de Davos, il a été créé le 24 janvier 1971 par Klaus Schwab. Klaus Schwab, qui est un ingénieur d'origine allemande ou autrichienne, je ne sais plus exactement. Alors cette réunion a lieu quasiment tous les ans avec d'autres succursales, et vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi. Davos, qui est une petite ville en Suisse, on considère aujourd'hui que le Forum économique de Davos rassemble à peu près quelques milliers de personnes, plus d'autres invités qui viennent s'agrémenter chaque année selon les thématiques. Parce que oui, le Forum économique de Davos, c'est aussi un certain nombre de thématiques. Et donc chaque année, il y a donc un thème dominant. Par exemple, en 2022, c'était l'histoire à un tournant politique, gouvernemental et stratégie commerciale. Et il se trouve que ce forum qui va avoir lieu cette semaine va tourner autour de la coopération dans un monde fracturé. Alors, les sujets sont divers. Vous avez des réunions, vous avez des forums, vous avez des conférences qui permettent de traiter sur différents sujets qui touchent à la fois la santé, la société, l'environnement, évidemment la pandémie. Vous avez aussi certains liens, donc avec ce qu'on appelle pas des filiales, mais des groupes qui sont affiliés au Forum économique de Davos et qui parfois organisent eux aussi leurs conférences pendant le Forum économique. Vous avez par exemple les conseils mondiaux du futur qui est organisé par exemple là par contre aux Émirats. Vous avez la communauté globale Shaper qui est un conseil de jeunes leaders de moins de 30 ans. Et vous avez donc une multitude comme ça de groupes. On considère qu'il y a à peu près 17 divisions notoires au sein du Forum économique de Davos et qui, comme je vous l'ai dit, touchent à un certain nombre de domaines, mais aussi des domaines relativement spécifiques comme par exemple la culture, la ville, les arts, l'urbanisation, l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais là où c'est très intéressant, c'est que le Forum économique de Davos, c'est aussi un forum qui a des liens avec d'autres événements, comme par exemple les fameux événements 201. Le fameux événement 201, vous en avez entendu parler. Vous savez, ce sont ces événements qui organisent des simulations de coopération et d'organisation et de logistique pour affronter un péril, et plus spécifiquement un péril pandémique. Vous avez également des liens avec le ROFI.
Vous avez des liens avec le sommet européen des entreprises, vous avez des liens avec le racisme. On a aussi des liens de cause à effet, comme je vous le dis, hein, c'est ce qu'on appelle le phénomène en cascade, avec le Forum international du transport, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Sauf que ce dernier, évidemment, aujourd'hui est mis à l'écart, puisque c'était ce forum qui permettait d'étendre les liens des intérêts ou des discussions, des projets, des plans, des réflexions du Forum économique de Davos sur le forum économique organisé par la Russie à Saint-Pétersbourg. Vous avez également le Forum mondial de la connaissance, le Forum social mondial, etc., etc., etc. Et il y a aussi une autre organisation, où là je vais faire une petite parenthèse. Cette organisation, elle a été créée, elle aussi, par Klaus Schwab. Anciennement appelée le Global Leader for Tomorrow, qui a été fondée en 1993 et qui a changé son nom en 2004 en Young Global Leaders. Oui, vous en avez déjà entendu parler. C'est un réseau social privé international dont les membres sont choisis pour leur intérêt représentatif comme pour être les voix pour le futur et l'espoir pour les futures générations. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire en résumé de ces deux organisations qui à mon sens sont les deux organisations, les deux pôles. C'est-à-dire un pôle en huis clos, on sait que ça existe mais on ne sait pas ce qui s'y dit, on ne sait pas ce qui s'y débat, dans lequel vous avez des membres réguliers, dans lequel on invite également des gens qui font l'actualité, qui font l'influence, qui font le pouvoir. Au sein des organisations plus particulièrement atlantistes, donc défendre les intérêts et l'influence du monde occidental sur le monde d'une manière générale, et le Forum économique de Davos, qui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, est en réalité la vitrine du Bilderberg. C'est-à-dire que ce que l'on y en entend, ce que l'on expose, ce que l'on y envisage, ne sont jamais très très loin de ce qui a pu éventuellement être discuté au sein du Bilderberg, mais de façon beaucoup plus confidentielle. Sauf que cette édition 2023, tout comme celle de 2022, eh bien, va être très intéressante parce qu'il va peut-être rajouter de l'eau sur des idées dont on parlait depuis des années, mais qu'on disait que c'était du complotisme, que c'était de la fabulation, que c'était des fantasmes. Sauf que depuis la pandémie, le Forum économique de Davos, plus particulièrement celui de l'année dernière, parce que celui d'avant, évidemment, était fait en non présentiel, avec des réunions en audio, en vidéoconférence, etc. Donc c'était un petit peu le bordel. Mais l'année dernière, donc, ils ont fait ça en présentiel, et là, on a entendu des choses formidables. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous mettrai le lien ici de la vidéo dans laquelle j'en parle, mais là, cette année, il va y avoir des sujets et non des moindres. Donc parce que cette année, évidemment, il va y avoir des sujets. Et des sujets non négligeables. Le Forum économique mondial, le WEF, avec son noble logo, engagé à améliorer l'état du monde. Le logo, je vous le remets là, si vous voulez. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous ai dit, oh, regardez, il y a quelque chose d'assez spécial. L'agenda officiel du World Economic Forum pour 2023 est connu et disponible sur son site web. Car comme je vous l'ai dit, le Forum économique de Davos, c'est une vitrine. C'est-à-dire que c'est là que on expose des idées, des projets, des pensées, des réflexions, des analyses, mais qui en règle générale, si on sait lire entre les lignes, sont une certaine façon de peut-être commencer à préparer l'opinion. La conférence de cette année porte le titre honorable de « Coopération dans un monde fracturé ». Présent, environ 2700 participants sont attendus, dont plus de 50 chefs d'État et quelques 380 responsables publics de gouvernements du monde entier, ainsi que de l'Union européenne.
un peu plus qu'en mai 2022, mais moins important dans l'influence politique. Pour le plus grand plaisir des obsédés du climat, et comme les autres années, l'élite, les honchos du gouvernement et des secteurs privés devraient arriver environ à 1000 à 1500 jets privés obstruant les aéroports de Zurich et de Genève. De là à Davos, la plupart ne prendront pas un train, mais un hélicoptère. Donc déjà, dans le Forum économique de Davos, des gens qui vont commencer à parler d'écologie, d'environnement, etc. Mais on va dire, oui, mais vous comprenez, c'est quand même l'élite. Donc l'élite, on ne va pas leur demander de prendre une voiture électrique pour aller de Zurich ou de Genève jusqu'à Davos. Ou de prendre le train. Ben non, attendez, mais quand même pas des bœufs. Davos est assiégé par la sécurité, par l'armée et la police. Cette année, peut-être la première fois, la population de Davos a exprimé son mécontentement face à l'événement extravagant, intéressé et bouleversant de la vie de cette ONG non élue. Après tout, Davos est pour les habitants de Davos. Alors, fait intéressant, à part Olaf Scholz, le chancelier allemand, aucun des chefs d'État du G7 ne sera présent. Aucun des présidents, premiers ministres de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni, du Japon et du Canada n'ont enregistré leur présence. Cependant, parmi les meilleures photos féminines figurent Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et Christine Lagarde, présidente de la BCE. De même, aucun des chefs d'État, ce qui semble être des pays importants, comme la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Inde et l'Iran. Et oui, aucun des BRICS n'est invité à ce forum, à l'exception d'un, qui est le Sud-Africain Cyril M. Ramaphosa. Aucun délégué de Russie ou d'Iran ne sera présent. Concernant la Russie, le directeur du World Economic Forum, Alois Zensky, a déclaré qu'aucun délégué russe ne sera présent, comme l'année dernière, parce que vous comprenez, la situation ukrainienne fait en sorte qu'on ne peut pas discuter avec des méchants. Cependant, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a été invité à Davos, avec une grande étreinte virtuelle, avec évidemment Klaus Schwab. Assez similaire puisqu'il avait déjà été invité par les États-Unis pour une visite de 10 heures, au cours de laquelle il a embrassé Nancy Pelosi, alors encore présidente de la Chambre, et a eu une conversation spéciale au coin du feu avec Joe Biden. Après les sessions de 10 heures, le mendiciteur d'armes, d'argent à vitesse de distorsion aux États-Unis, il a été renvoyé à Kiev par l'US Air Force. Oui, Zelensky a été transporté par l'US Air Force. Si ça, c'est pas la preuve que finalement Zelensky n'est qu'un pion. La courte visite était apparemment due à un problème de sécurité. Autrement dit, Zelensky, fait très impopulaire dans son pays, risquait de se voir interdire l'accès à l'Ukraine. Probablement pour la même raison, il n'envisage pas d'assister physiquement finalement au World Economic Forum de 2023 à Davos, mais plutôt par vidéoconférence, aux côtés de Jens Stoltenberg de l'OTAN et du présentateur de CNN, Fareed Zakaria. Nous pouvons imaginer ce que sera son plaidoyer à Stoltenberg. Parmi les autres chiffres clés de ce World Economic Forum de Davos, citons le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et bien sûr l'un des administrateurs importants du World Economic Forum, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
ainsi qu'un administrateur clé et simultanément le sponsor principal du World Economic Forum, Larry Fink, PDG de BlackRock. Alors, le concept pacifique de monde multipolaire ne fait pas partie du vocabulaire de l'agenda. L'agenda du World Economic Forum peut rechercher les collaborateurs, coopérateurs, pour rassembler les fracturés éventuels vers un nouveau modèle de mondialisme et loin d'une vision de monde multipolaire. Car oui, c'est ce que nous avons pu constater déjà l'année dernière avec certains discours qu'on a pu entendre, c'est qu'on veut réaffirmer, voire réinventer le modèle unipolaire, le modèle mondialisé et globalisé. Ce qui d'ailleurs à l'époque m'avait incité à vous dire que peut-être les acteurs que l'on considère aujourd'hui importants pour la mise en place de ce mondialisme, la mise en place de ce nouvel ordre mondial, vont peut-être passer à la trappe. Parce que trop vieux, parce que trop impopulaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'avais fait ce lien avec Elon Musk et son rachat de Twitter. Parce que le rachat de Twitter, c'est mettre la main sur des archives, et qui sait peut-être ces archives, peut-être impliquer certaines personnes pour les pousser tout simplement à céder la place. Sinon, risque de scandale. Voir ceci pour la liste complète des participants du 10 janvier 2023. Alors je ne vais pas vous faire la liste, j'essaierai de vous la mettre en descriptif. Qu'impliquera la coopération avec le mondialisme fracturé? Déjà, lors de la récente réunion du G20 à Bali, Klaus Schwab semblait avoir compris que le mondialisme était mort, tout du moins dans son modèle mis en place depuis ces 30 dernières années. Déjà alors, il parlait d'un monde fracturé, jamais d'un monde multipolaire, comme si les morceaux fracturés de ce monde brisé pouvaient éventuellement être reconstitués sous une gouvernance mondiale. Oui, et là vous vous souvenez de ce que je vous disais? Destruction des États-nations. C'est-à-dire qu'en apparence, on est en train de faire croire qu'on est en train de voir ce monde divisé, nos sociétés se diviser. La population américaine est fracturée, la France, le peuple français est en train d'être fracturé. Mais parce que c'est prévu, parce que c'est planifié, dans un but bien précis. Ukraine-Russie et le Forum économique mondial, une étape planifiée vers la grande réinitialisation. En fait, la disparition du mondialisme est logique. Lorsque les gens commencent à s'éveiller, ils réalisent que cela signifie, personne ne veut être mondialisé, gouverné par une dictature mondiale unique. Au lieu du discours mondialiste habituel, Schwab s'est concentré à Bali sur son rêve de la 4e révolution industrielle entièrement numérisée. Sous-entendu qu'évidemment, si on abandonne la méthode traditionnelle, on va passer à une autre méthode. Mais le but, l'objectif reste le même. Seuls les acteurs et les outils peuvent être modifiés, voire actualisés ou changés. En fait, la disparition du mondialisme est logique. Donc, je disais oui, sur son rêve de 4e révolution industrielle numérisée, l'intelligence artificielle, le transhumanisme généré par la 5G, la robotisation, et franchement, même si les participants à son discours sont poliment applaudis, bien qu'aucun d'entre eux n'aimerait être poussé pour la manipulation de masse et des esprits par des signaux électroniques, il se trouve que l'illusion commence à ne plus véritablement fonctionner et qu'on commence à voir dans l'opinion des gens qui comprennent les subtilités de langage. L'ordre du jour, le World Economic Forum a des sujets cette année qui vont être abordés, parmi lesquels les élites se rendront donc dans différents forums, dans différentes réunions pour discuter, élaborer, présenter, vulgariser des évolutions technologiques, des projets technologiques, évidemment liés
à l'économie, liées surtout et aussi à l'environnement et à l'écologie. Et comme pratiqué avec le faux Covid pandémique, suivi d'une vaccination de masse avec des piqûres à l'ARN expérimentales, non testées et mortelles, qui ont peut-être déjà causé des millions, voire des dizaines et des centaines de millions de morts et de blessés graves autour du monde. Là encore, le sujet est tellement vaste, tellement polémique, qu'il est toujours difficile d'apporter des sources crédibles afin de véritablement faire la démonstration. Comme je vous l'ai dit en précédente vidéo, c'est toujours un problème de support crédité, mais crédité avec un ensemble d'éléments, un ensemble d'études, un ensemble de chiffres qui permettent de corroborer avec d'autres études, je dirais, un paysage du contexte, conséquences de la pandémie et surtout conséquences de ces fameux vaccins. Aucune de ces stratégies n'est couverte par les médias grand public, achetés et corrompus. Et nous n'en sommes qu'au début. Le mainstream ne suit pas ces récits, mais ceux établis. Dans une large mesure, les vax ont été contraints au chantage, par la perte d'emploi, la suspension, l'interdiction d'événements sociaux et de lieux sociaux, à moins d'être taxés, crime contre l'humanité, crime selon les codes de Nuremberg, ou par une manipulation mentale bien planifiée d'individus ainsi que de masse, comme ça a été le cas par exemple dans Institut Tavistock, l'ingénierie sociale des masses par Daniel Estulin. Nous verrons peut-être ce qui ressort lors de ce forum économique de Davos 2023 concernant l'agenda Covid. Il y a des chances que oui, en effet, on puisse réussir à lire entre les lignes sur les intentions de préserver la pandémie, alors que dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, aujourd'hui, la peur de la pandémie existe toujours, mais une grande majorité des Américains aujourd'hui, ça y est, ils sont passés à autre chose. À la veille du 53e donc, sommet du World Economic Forum, le journaliste Philippe Dam avait titré ceci. L'éclat du World Economic Forum s'estompe, bref, tout a été dit. Elon Musk lui-même, double avec ennuyeux comme de la merde, c'est du Elon Musk. Donc l'ordre du jour, derrière le rideau, Elon Musk a peut-être tort. Chaque année, en plus de l'ordre du jour officiel, avec des réunions plus ou moins ouvertes, des dizaines de réunions clandestines, secrètes, ont lieu à huis clos, inaccessibles à quiconque n'a pas été personnellement invité. Donc, oui, il y a certaines réunions qui sont des réunions privées, qui se déroulent uniquement par invitation. C'est-à-dire que là, les médias, par contre, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'enregistrement de quoi que ce soit. C'est dans ces réunions secrètes que les vraies décisions sont prises. Remarquez, ce sont des décisions prises au-dessus du peuple pour des exécutions descendantes, c'est-à-dire avec des mensonges et des tromperies, c'est-à-dire l'ingénierie sociale de masse. Les principaux sujets, avec le plus haut secret à imposer de haut en bas aux populations, peuvent inclure ceux indiqués ci-dessous. Le plus encore, ils ne sont pas classés par ordre de priorité, mais sachez qu'ils sont tous liés et connectés, car nous parlons d'une tentative totale de contrôle et de prise de contrôle de la population mondiale. Avis tenté, la cabale n'est pas encore là, l'éveil et la résistance des gens grandissant. Au Forum économique de Davos, vous avez également des représentants, donc des représentants d'organismes, l'OMS. Je rappelle, l'OMS actuellement est en train de finaliser le fameux traité qui permettra à des États de supplanter des droits constitutionnels des peuples souverains en cas de nouvelle pandémie, c'est-à-dire que l'OMS donnerait donc ses ordres à des pays de faire selon certains principes, selon certains critères, ce qui va évidemment demander de la standardisation numérique pour faciliter la mise en place des procédures, mais en se torchant le cul de vos droits. Donc l'OMS, c'est le fameux traité sur la pandémie. La direction générale de l'OMS, ou le directeur général de l'OMS, pardon, Tedros, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
sont tous deux présents, ainsi que des délégués clés de l'Assemblée mondiale de la santé, pour débattre avec Schwab de la meilleure façon de faire passer ce traité au bulldozer. Jusqu'à présent, il s'est heurté à de sérieuses résistances, principalement de la part de blocs de pays africains. C'est pour ça que je vous ai dit que ce fameux traité est toujours en phase d'être finalisé, parce que certains pays refusent de signer ce traité. Au terme de l'article 593, les décisions de l'Assemblée de la santé sur les questions importantes sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents et votants. Le traité sur la pandémie est considéré comme une question importante. Cela donnerait au directeur général de l'OMS l'autorité au-dessus de tous les États membres souverains de toutes les questions de santé. Par exemple, Tedros pourrait décider de la grippe commune et désormais une pandémie, et que la vaccination doit devenir obligatoire. Le monde serait soumis à une tyrannie de l'OMS. Et attention, quand je dis tyrannie de l'OMS, vous comprenez bien que derrière l'OMS, ce sont aussi l'industrie pharmaceutique, les fameux laboratoires, les fameux Big Pharma. Le monde serait donc soumis à une tyrannie de l'OMS. Déjà maintenant, avant que les traités sur la pandémie ne soient décidés, tous les pays membres sont invités à quitter l'OMS pour préserver leur souveraineté politique et sociétale sur les questions de santé, pour protéger leur peuple. Et donc ça, oui, en effet, ce qui risque d'arriver, c'est que certains pays vont finir par quitter l'OMS. Il y a l'agenda de dépeuplement, l'eugénisme. Les eugénistes, tels que Gates, Soros, Kissinger, seront également présents cette année et débattront très probablement de l'opportunité et plutôt de la manière de poursuivre leur campagne de dépeuplement. Cela fait partie de l'agenda 2030 de la grande réinitialisation. Les délais seront justes, ajustés, et l'objectif sera peut-être maintenu ou abandonné. Allez savoir. Tout ça dépendra de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des réajustements sur les plans mondialistes. De ce que je vous disais, que les acteurs mondialistes aujourd'hui, peut-être ça se trouve, certains d'entre eux vont dégager et vont laisser la place à d'autres. Parce que justement, ils n'ont plus la crédibilité. Et preuve en est, c'est que, oui, Gates, Soros et Kissinger, aujourd'hui, sont des gens qui ne font pas illusion sur leurs intentions. Pousser le Covid, Vax Drive. Malgré toutes les chances, les protestations, les principales preuves scientifiques contre le Covid-Vax, ce que l'on appelle aussi les armes biologiques qui tuent par millions et rendre des centaines de millions d'hommes et de femmes stériles avec des vaccinations et des boosters, l'immunité humaine moyenne est réduite jusqu'à 80%, les rendant vulnérables à toutes sortes de maladies, conduisant à une mort précoce, donc dépopulation, et le culte de la mort continuera-t-il à faire avancer ce programme? Alors là encore, je mets des guillemets parce que même si aujourd'hui il y a des volontés de certains organismes d'essayer d'aller creuser là où il est nécessaire de creuser pour avoir une vision un peu plus réaliste de la situation, je pense par exemple à la Commission européenne, la commission du Parlement européen, sur les contrats Pfizer, vous rendez-vous compte que ça fait quand même plusieurs mois que ça essaie de creuser. Mais ils creusent, ils essayent, ils espèrent. Comme je vous ai dit, ils espèrent pouvoir créer une commission d'enquête sur les contrats Pfizer auprès de Van der Leyen, sauf que je vous ai expliqué, déjà il faut que la commission d'enquête soit validée par le Parlement européen et donc par la présidence du Parlement européen, ce qui déjà est un barrage, et même si cette commission était votée, Van der Leyen, si elle est convoquée, elle n'est pas obligée d'y aller. Donc vous voyez, ça revient à ce que je vous disais, c'est en apparence on vous dit, il y a des sécurités, il y a des respects, il y a des règles, il y a la démocratie, etc. Mais le problème, c'est que vous vous rendez compte qu'en creusant un petit peu, vous vous rendez compte que dans le détail, si en apparence il y a de la démocratie, en coulisses, vous vous rendez compte que non.
parce que tout est verrouillé. C'est un peu le même principe de ce que je vous expliquais. Oui, en France, vous pouvez faire une motion de censure pour demander la démission, voire destituer le président de la République. Mais le problème, c'est que la procédure, elle est faite en sorte que de telle manière à ce que vous êtes obligé de passer par le Parlement, mais sauf que le Parlement, aujourd'hui, il est rempli de gens qui jamais, ô combien jamais, ne voteront la motion de censure. Même les gens qui sont les anti-Macron, que vous entendez, même les LFI. Les LFI, si une motion de censure est lancée, peut-être que les LFI feront l'illusion de voter pour, mais ils savent pertinemment qu'en face, il y aura une majorité contre. En revanche, si vous avez le doute, vous verrez que les LFI, ils voteront contre. Ils voteront contre en vous expliquant que, oui, mais c'est pas très démocratique. Ce qu'il faut, ça soit le président qui démissionne de lui-même pour réorganiser des présidentielles. Pourquoi vous voulez demander à un président qui démissionne, puisque vous avez un outil entre les mains pour l'obliger à quitter le pouvoir? Peut-être parce que tous ces gens qui gesticulent et qui parlent fort, en réalité, sont tout aussi des traîtres et des gens en collusion avec le système. Donc, oui, hein, c'est compliqué. Et enfin, l'Ukraine. Oui, l'Ukraine. Si vous avez aujourd'hui des représentants de BlackRock qui sont là, c'est parce que BlackRock a des intérêts avec l'Ukraine. L'intérêt avec l'Ukraine, c'est que la guerre continue, voire peut-être espérer que les Russes continuent à progresser, qu'ils détruisent, comme c'est d'ailleurs le cas, hein, vous avez vu, hein, vous avez des médias qui s'évertuent à dire « Oh, regardez, encore des immeubles détruits, des bombes tombent sur Kiev, etc. » Mais il va falloir reconstruire derrière. Et à votre avis, vous croyez que l'Ukraine ou les entreprises ukrainiennes vont avoir les moyens de reconstruire rapidement le pays? Donc vous avez les vautours. Et parmi ces vautours, vous avez ceux qui ont l'investissement. Et qui d'autre a de l'investissement si ce n'est que BlackRock? Vente à BlackRock, Larry Fink, PDG de BlackRock, et Volodymyr Zelensky pourraient rendre officielles leurs négociations précédentes sur le plan de reconstruction de l'Ukraine par BlackRock, signé en accord en présence de l'ONG non élue, appelée World Economic Forum. Peut-être autant vendre ce qui reste de l'Ukraine avec toutes ses richesses à BlackRock. Alors vous comprenez bien que si vous avez une entité comme BlackRock qui a un accord exclusif de reconstruction avec l'autorité ukrainienne, ça veut dire que là, ce sont toutes les entreprises, tous les liens d'affection, d'intérêt qu'ont des groupes multinationaux avec BlackRock, parfois même des entreprises qui appartiennent à BlackRock, qui seront mises en avant. C'est-à-dire que même si, par exemple, Bouygues, en France, voudrait s'aligner pour proposer des offres, proposer des offres à des demandes pour des reconstructions en Ukraine, Bouygues devra obligatoirement passer par BlackRock. Or, si Bouygues est peut-être fâché ou a peut-être l'idée de vouloir être indépendant, et faire jouer la concurrence, etc., non, mon bonhomme. Tu pourras le faire, hein, mais ce sera de la perte de temps parce que ça sera déjà, d'ores et déjà, décidé d'avance que tu n'auras absolument aucun contrat en Ukraine. Un tiers à la moitié des terres agricoles de l'Ukraine ont déjà été vendues ou louées à des sociétés agricoles internationales, la plupart plantant de l'OGM pour lesquels l'Ukraine a dû modifier sa législation. Et oui, vous savez, je vous avais parlé de cette fameuse loi qui interdisait à quiconque de vendre des terres ukrainiennes à des sociétés étrangères. Eh bien, Zelensky a réussi à la faire sauter. Ce serait la première privatisation officielle d'un pays, un précurseur à suivre par d'autres. Comprendre pourquoi Zelensky est le plus impopulaire auprès des Ukrainiens. Tout simplement parce que l'Ukraine va être dépecée de sa souveraineté. Intimidation continue et permanente
verrouillage climatique, comté d'Oxfordshire, les pénuries d'énergie, pénurie alimentaire, famine, inflation élevée, insécurité du travail. Comment continuer, comment contourner la résistance populaire toujours croissante? Il peut s'agir de sujets de débat. Ville à 15 minutes, peut-être le destin du comté d'Oxfordshire. Aucun rayon de déplacement supplémentaire n'est autorisé, étant surveillé numériquement partout où vous allez. Une forte résistance populaire émerge, qui ne tombera probablement pas sous le diktat du verrouillage climatique prévu. Oui, je parle d'Oxfordshire, parce que vous savez qu'Oxford, il y a eu un test de mise en quarantaine, mais une mise en quarantaine un peu permanente. C'est-à-dire qu'en fait, on met en place un système qui, selon votre catégorie sociale, suivant votre consommation, suivant votre rang social, suivant si par exemple vous êtes dépendant d'un revenu social, par exemple, un revenu collectif, un revenu universel, en revanche, pour avoir la gratuité d'un revenu universel, on vous mettra des contraintes. Et vous n'aurez pas le droit de sortir de zone, ou 1 ou 2 fois par an. Tiens, c'est bizarre, ça fait penser à ce que disait Jancovici sur 1 ou 2 voyages autorisés par an en avion. Éliminer 3000 fermes néerlandaises. Environ un tiers de l'économie agricole des Pays-Bas, la Hollande est le 2e plus grand importateur agricole au monde après les États-Unis. Les agriculteurs, soutenus par le peuple, ont résisté jusqu'en 2021. Le ministère de l'Agriculture a récemment démissionné et le gouvernement fait des concessions. C'est peut-être un thème de débat secret pour le World Economic Forum. C'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est ce qui s'est déjà passé pour la France. En France, on a désindustrialisé, en France, on essaie de tuer l'agriculture pour tout simplement déplacer la production ailleurs. Une production ailleurs moins chère en coût, et finalement, faire de la France un pays qui importera de plus en plus ses besoins. Sauf le jour où, si vous tombez en discorde, vous vous fâchez avec un des pays producteurs de 20 ou 30 ou 40% de vos besoins en produits agricoles, et il va se passer ce qui se passe en ce moment. Dire, oh putain, vite, faut reconstruire des centrales nucléaires pour retrouver notre autonomie, etc. Mais non, mais une centrale nucléaire, il faut 35 ans pour qu'elle pousse de terre. Les besoins, ils sont maintenant, pas dans 35 ans. Pas de prévention, pas d'anticipation. La famine, entraînant la maladie et la mort, fait partie du programme de dépeuplement. Logique. Alors là, ce sont évidemment des sujets très polémiques, mais comme je vous le dis, ce sont des sujets de conversation qui peuvent très bien se passer dans des réunions secrètes, des réunions à huis clos, qui rentreraient parfaitement avec le plan global. L'OTAN, ah oui, l'OTAN, je vous l'ai dit, le président de l'OTAN, il est présent au Forum économique. Simplement parce que c'est une guerre USA-OTAN contre la Russie. Mais oui, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, l'Ukraine, depuis le début, c'est un outil pour pousser un conflit, pousser la Russie dans un conflit contre l'Occident. Alors c'est pas une guerre directe, c'est une guerre indirecte. Tout comme ce qu'on a connu d'ailleurs avec les soi-disant guerres décoloniales, de la décolonisation. En réalité, décolonisation, c'était quoi? C'était une confrontation entre les pays occidentaux colonialistes et les mouvances communistes qui ont influencé énormément un certain nombre de pays jusqu'à la décolonisation. Des interventionnismes, logique. L'Empire américain chancelant, composé de psychopathes et de sociopathes, ne peut admettre vivre en paix dans un monde multipolaire. Alors là, cette phrase est très importante parce que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que tant que les Américains, et même je dirais, si même un jour les Américains, alors là on l'extrapole, si les Américains deviennent les maîtres du monde,
même en étant les maîtres du monde, ils vont toujours trouver le moyen de se trouver des ennemis. C'est inné chez eux. Parce que leur système est comme ça. Parce qu'ils ont besoin de maintenir la population américaine sous la peur d'un ennemi. Alors pendant un temps, c'était la peur de l'Indien, la peur de l'Autochtone. Après, ça a été la peur des Noirs, esclaves, qu'on libéralise. On arrête l'esclavage. On a gardé la ségrégation pour rassurer. Et aujourd'hui, à votre avis, les Américains, il faut qu'ils aient peur de qui? Dans les années 2000, on leur a fait peur avec les musulmans. Et puis aujourd'hui, on leur fait peur avec les Russes. Alors les Chinois, pas trop, parce que, vous comprenez, la Chine, vous avez quand même beaucoup de pans économiques aux États-Unis qui dépendent de la production en Chine. Mais la Russie, ouais. Comment interdire rigoureusement la désinformation? La censure bat son plein. Jamais dans l'histoire dont on se souvient, la liberté d'expression des hommes n'a été réduite à ce point. Pourtant, la vérité finit par l'emporter. Depuis le début de l'engouement pour le Covid, l'OMS a demandé aux plateformes et médias sociaux de supprimer ou de bannir l'ombre plus de 10 000 fausses nouvelles liées au Covid et au vaccin, censurant la vérité, parfois. Pourtant, la vérité prévaut toujours. Le mondialisme est mort. La mondialisation est morte. Comment coopérer, collaborer? Les cultistes contre le monde, pour rassembler le monde fracturé. C'est certainement proche du cœur de Klaus Schwab. La mondialisation, alias la tyrannie centralisée, est un concept fasciste, difficile à abandonner pour quelqu'un qui a des antécédents comme Schwab. Mais il n'est pas le seul. Sa survie et celle du World Economic Forum dépendent du parrainage d'autres mégalopsychopathes qui ne veulent pas être perdants dans un éventuel effondrement de l'économie mondiale à partir d'un simple dépassement illimité. Oui, je vous l'ai dit. À un moment donné, la mondialisation, l'ultralibéralisme, le fait de se gaver, de se droguer, ça a ses limites. Ils ont atteint les limites. Les limites, ils les ont atteintes déjà en 2008 avec la crise des subprimes, mais ils ont continué. Personne n'a tiré les leçons de 2008. On a juste changé l'emballage. Sauf que, fin des années 2010, ça a commencé à coincer. Commençait à avoir des alertes, commençait à avoir des éléments qui démontraient que on arrive au bout du bout. Donc si on veut continuer à préserver notre modèle, il faut changer le paysage. Changer le paysage, c'est la mondialisation, c'est la gouvernance mondiale, c'est la suppression des États-nations, la souveraineté des peuples. Tout simplement. La 4e révolution industrielle, elle rentre dans le cadre justement de cet asservissement, de cette mise sous tutelle, de cette soumission. La numérisation de tout est presque certainement un débat clé parmi les contrôleurs pathologiques. La 5G et bientôt la 6G, ces derniers devant couvrir le monde d'ici 2030, et le plan, sont prêts pour la transhumanisation et la robotisation pilotée par intelligence artificielle. Très rapidement, la 5G, qui se développe aujourd'hui, c'est en effet une énorme révolution parce que la 5G va permettre de faire circuler beaucoup plus d'informations et beaucoup plus rapidement. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la 5G sera globalisée, vous allez voir que les outils vont être plus performants. Mais ils ne vont pas seulement être plus performants pour votre divertissement, ils vont l'être aussi pour ceux qui veulent le contrôle de votre divertissement. Parce que la 5G va permettre, au moment où vous baladez dans la rue, vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous êtes en train de tweeter quelque chose, eh bien quelqu'un, à l'autre bout du monde, pourra utiliser un procédé en disant « Tiens, vous là qui êtes en train de me regarder, ça fait longtemps qu'on n'a pas collecté vos données. » Hop, on vous détecte. Ah, vous êtes assis à la terrasse du café de la place du marché de votre ville, vous êtes en train de discuter entre des amis, votre téléphone est allumé. Nous allons nous connecter sur votre téléphone et nous allons tout
tout siphonner. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de la science-fiction. Les techniques, les technologies, elles existent, on les a. Si vous allez manifester gilet jaune, dites-vous bien que, quels que soient les endroits, plus particulièrement sur Paris, vous avez des flics en civil qui se baladent parmi les manifestants. Alors ils ne sont pas là pour faire de la casse ou provoquer, non. Très souvent, ils se baladent avec un sac à dos. Et dans leur sac à dos, ils ont un appareil qui est un petit bijou de technologie, qui tout simplement réussit à se connecter avec tous les téléphones aux alentours et aspire l'ensemble des données. C'est-à-dire que, sans le savoir, vous pouvez très bien voir un policier qui passe à côté de vous à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Et sans le savoir, votre téléphone, qui est évidemment toujours allumé, et bien tout d'un coup, l'appareil que ce flic a dans son sac va aspirer toutes les données qui sont sur votre téléphone. Alors vous allez me dire, oui, ça fait des gigas et des gigas de données. Mais je peux vous garantir que l'appareil qu'ils ont, ça peut aspirer mais des tétras et des tétras de données. Souvenez-vous-en la prochaine fois. C'est peut-être le rêve d'un homme malade, Schweppes, mais qui, du clan des élites, veut courir le risque d'être dépassé, contrôlé par une intelligence artificielle qui devient, ou est déjà, plus intelligente que l'humanité. Et oui, peut-être qu'on en reparlera de ce problème, qui est souvent abordé d'ailleurs dans la science-fiction, qui est souvent abordé aussi dans le cinéma. Blade Runner fait partie de ces films. Indication numérique universelle, argent numérique, QR code, coding, collecte de données. Tout ce qui est numérique est à la fin de l'humanité. Des coupures de courant accidentelles ou délibérées causées pourraient anéantir toutes les données vitales et l'argent pour les gens ordinaires. Les cultistes pourraient se protéger par des plans alternatifs. Oui. Parce que le numérique c'est bien, mais le numérique si vous n'avez pas d'électricité, ça ne vaut plus rien. Et pourtant, vous le voyez, on va de plus en plus vers la dématérialisation, l'automatisation, la numérisation. Donc forcément, si vous avez des gens qui réussissent à vous faire la démonstration et vous expliquent que ce qui serait bien, c'est qu'il ne faut pas renier la technologie, mais il ne faut pas en être totalement dépendant. Et garder toujours des moyens alternatifs à disposition. Pourtant, lorsqu'il s'agit de contrôler les populations de plus en plus soumises, une société malheureuse, qu'y a-t-il à contrôler? Sans interaction humaine. Permettez-moi de citer Elon Musk qui disait « Le monde serait ennuyeux ». En même temps, résistons. Faisons pression en solidarité chez nous et dans le monde pour quitter l'OMS. Une fois qu'un pays n'est plus membre de l'OMS, il redevient et reprend son autonomie et sa souveraineté, ses libertés. Ses libertés de faire des coopérations avec d'autres pays, avec d'autres organismes, avec des sociétés d'État ou des sociétés privées pour la recherche. Qui plus est tout à fait libre de faire ses propres recherches dans ses propres domaines. Car il y a une chose qui est très importante, la science. Les scientifiques, ils font de la recherche. Ils font de la recherche dans l'intérêt commun. Or, de plus en plus, les chercheurs les plus émérites, les chercheurs les plus compétents, sont de plus en plus une mainmise par des organismes privés. Je vous avais raconté cette petite anecdote. Je possède des amis qui sont des chercheurs en biologie. Ils ont travaillé sur des recherches concernant les différentes souches possibles sur le virus du Covid.
Sauf que le problème, c'est que ce sont des chercheurs qui travaillent pour une société privée. Et cette société privée, donc, les finance, les paye pour faire des recherches. Et à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant, ils essaient de publier. Mais pour publier, il faut qu'ils aient l'autorisation de leur société, de leurs dirigeants, de leurs patrons. Si jamais leur patron considère que ce qu'ils ont trouvé n'a pas d'intérêt, ou au contraire, pourrait menacer un marché, eh bien, ils reçoivent l'ordre de mettre le rapport dans un tiroir. Oui, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous avez des recherches qui ont abouti sur des résultats très prometteurs, très intéressants, plus particulièrement dans le domaine de la médecine, mais parce que ces recherches, ou tout du moins leurs résultats, peuvent menacer un marché colossal de la part des Big Pharma, eh bien, ces produits dorment aujourd'hui dans des fonds de tiroir. C'est une réalité. Que le privé mette la main mise sur les plus émérites et les plus performants et les plus compétents des scientifiques pour avoir le contrôle sur leurs recherches. Alors parfois, en effet, certains d'entre eux outrepassent, publient, font valider par d'autres organismes, par des homologues, des collègues à l'étranger, de telle manière à ce que justement l'entreprise dont ils sont les salariés ne puisse pas faire pression sur lui pour mettre ses recherches au placard. Parce qu'ayant partagé ses recherches, une fois que la recherche elle est sur le domaine, on va dire, public, impossible pour l'entreprise de dire à son chercheur, mais non, ton projet là, tu le mets au placard. Parce que les autres, ils vont dire, tiens, au fait, ton projet là, machin, sur lequel on a travaillé, on a collaboré, etc., où est-ce que ça en est? Ça en est qu'on m'a demandé de le mettre au placard. C'est pour ça que, au plus, vous avez le système des brevets. Mes amis ont trouvé des fois des choses intéressantes. Sauf que les brevets sont déposés au nom de l'entreprise qui les emploie. Et que même si demain, ils trouvaient un remède miracle pour lutter contre le sida, par exemple, dites-vous bien qu'en réalité, le produit va finir dans un tiroir. Oui, mais vous comprenez, les gens qui sont atteints du sida, ce sont des mannes garanties à vie d'utiliser des remèdes, des médications, des trithérapies qui font tourner un business. Donc on n'a pas intérêt à trouver un remède contre le sida, puisque c'est une maladie qui pour l'instant est incurable. Peut-être que là je fais du complotisme. Donc, créons un monde par le peuple, pour le peuple, indépendamment des gouvernements corrompus des pays, indépendamment de l'OMS, du World Economic Forum et du système des Nations Unies et de tout le reste. Donc c'est pour ça que la présence aujourd'hui au Forum économique de Davos de tous ces gens confirme bien ce qu'on pensait déjà l'année dernière. C'est-à-dire que ils ont compris que le modèle qu'ils ont mis en place depuis ces 50 dernières années est en train de dysfonctionner. Dysfonctionner parce que des acteurs comme les Soros, les Gates, ont fait trop de conneries, ont fait trop de véhémence, ont affiché un peu trop ouvertement leurs ambitions et leurs intentions. Donc ces gens-là, à terme, il va falloir les remplacer. Il va falloir réajuster les modèles. C'est-à-dire que justement, ce que je vous explique, faire en sorte d'accentuer de plus en plus les peuples, les détourner de ces éléments pour les conditionner, les enfermer dans l'individualisme, dans le divertissement, dans le plaisir. Force est de constater que c'est déjà le cas pour une grande proportion de gens. Il y a beaucoup de gens qui gueulent dans leur coin, mais qui n'iront jamais au charbon. Ils espèrent que ce soit les autres qui aillent au casse-pipe à leur place pour défendre leurs intérêts. Nous en connaissons tous. Après, je ne juge pas.
Je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut assumer. Et de fait, ces réajustements, ces changements de certains rouages, eh bien, certainement qu'on va peut-être les voir pendant ce forum économique de Davos. Donc on va voir ce qui va se dire, on va voir ce qui s'y passe, on va essayer de collecter des informations, des données, et on se retrouvera certainement pour une autre vidéo sur peut-être un bilan de ce que l'on a pu entendre, comprendre, voir durant ce forum économique de Davos. D'ici là, on se retrouvera certainement pour d'autres vidéos. Que puis-je vous dire de plus que de bien vous porter ?